Bonjour Yvan, Bonjour Nassim. bienvenue sur La On Discute. Merci pour Content de te l'invitation. recevoir, content de pouvoir discuter avec toi de ce sujet passionnant qui te passionne, bon j'imagine, puisque Il vaut mieux, c'est ton ouais. taf, mais qui me passionne aussi parce que il y a de ça, allez, je vais dire une dizaine d'années, je n'avais aucune idée de l'importance de la respiration, et maintenant je traite ça avec presque autant d'importance que le sommeil, l'alimentation et mes entraînements sportifs. Mm. Je dis presque autant d'importance, mais en fait autant d'importance tout court. On peut enlever le presque. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi la respiration est aussi importante, alors que on pourrait penser que c'est un mécanisme complètement instinctif auquel on n'a pas besoin de penser, on n'a pas besoin d'intellectualiser. Mais il s'avère que probablement que si. Tu nous Oui. expliqueras après Oui, pourquoi. Mais du coup, oui, pourquoi la respiration est aussi importante? Alors, moi j'aime bien avoir une approche évolutionniste de la respiration, c'est-à-dire que on est des organismes aérobies, hein, Mhm. et en fait, depuis l'unicellulaire à nous, il y a toute une série de complexifications dans le corps qui se sont mises en place, et il a fallu que la respiration suive pour pouvoir amener l'oxygène malgré toute la complexification qui arrivait dans tous les sens. Et alors pourquoi c'est aussi important? Parce qu'en fait, on peut quasiment à chaque étape de complexification voir un mécanisme de régulation spécifique d'utilisation de l'oxygène pour l'amener aux cellules. Et donc ça veut dire que potentiellement, toutes ces étapes-là peuvent être optimisées, mais le plus souvent, toutes ces étapes-là peuvent être affectées, ce qui va complètement en fait modifier notre régulation respiratoire et entraîner tout un tas de problématiques. Mhm. Mais alors, pourquoi c'est pas instinctif? Enfin, c'est instinctif du coup. Mais pourquoi on a eu cette potentielle dégradation au fur et à mesure des années, des siècles, des décennies, je Alors sais pas pas. des siècles. Des Moi, années et des décennies. même plus, ouais, décennies. Allez, on va dire décennies pour Ok, être sympa. donc c'est très très récent. Ouais, alors, je vais te donner un chiffre qui est intéressant. Quand moi j'étais à la fac de médecine, donc c'était en 2000, Mhm. on me disait que la fréquence respiratoire correcte, elle était entre 12 respirations et 15 respirations minutes. Aujourd'hui, si tu regardes les recommandations OMS, 15 respirations à 20 respirations, c'est correct. Ah ouais, d'accord. Donc Moi, j'ai fait des recherches sur des anamnèses médicales au début du siècle, d'accord, donc 1900, juste avant la Première Guerre mondiale. Ils faisaient la fréquence respiratoire à ce moment-là dans certains cas. Et la fréquence respiratoire, elle était entre 9 et 12. c'est incroyable. Et le problème, c'est qu'en fait, la fréquence respiratoire régule complètement ton niveau de stress Hmm. et est régulée par ton niveau de stress. Donc en fait, on ne parle pas de siècle, on ne parle pas de quelque chose d'évolutif. Pour moi, on parle de quelque chose de très contextuel qui a fait que notre respiration, elle s'est dégradée à cause de l'environnement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quand tu dis contextuel, c'est Ouais. notre mode de vie en fin de compte. Ouais. Hmm. Et aussi, et ça c'est un deuxième point qui je pense est beaucoup plus controversé, mais que je commence à défendre de plus en plus, qui est lié à notre compréhension aussi de l'utilisation du corps. D'accord. Tu peux expliquer? Ouais. Alors, c'est très, je le répète, c'est très hypothétique, hein, mais globalement, toute notre biomécanique, elle a été faite sur des cadavres à la base. Comment un muscle marche, comment tout ça, ça marche, ça a été fait sur des gens morts. Le problème du diaphragme, c'est une structure qui est très très dynamique, qui est très liée à tous les tendons, tous les fascias du corps. Et donc, sur un cadavre, tu vois pas bien ce que ce truc-là peut bien faire. Et en fait, pour moi, on a construit vraiment une vision du corps presque sans le diaphragme. Hmm. Et donc, tout ce qui va être musculation, rééducation, en fait, on ne prend pas du tout en compte cette cinétique-là d'un muscle qui est pourtant hyper important, qui est, ça c'est super rigolo parce qu'il y a une étude qui est ressortie il n'y a pas très longtemps qui montre qu'en fait, le diaphragme, c'est le stabilisateur principal du rachis. Donc, on passe quasiment à côté de ce truc-là et on a construit une biomécanique et une façon de répartir les contraintes mécaniques dans le corps sans le diaphragme. Et donc, pour moi, il y a tout aussi un entraînement et une manière de construire les gens qui fait que la respiration n'est plus centrale, mais au contraire, elle va être étouffée Hmm. par la manière dont on construit le corps. Trop intéressant. Donc, il y a ces deux aspects. Un qui est très lié au stress, je pense. Mhm. Deux, comment on considère qu'un corps doit marcher. Est-ce qu'on pourrait revoir rapidement et resituer le diaphragme et son importance, son rôle dans le corps?
Alors, le diaphragme, donc c'est un muscle qui est sous forme de coupole, hein, sur lequel repose les poumons, enfin le repose en contact avec les poumons, le péricarde et la cage thoracique. Il s'insère. Il est sur le bas des côtes, hein, c'est ça, sur le bas des de côtes, la cage thoracique. Et il vient s'insérer en postérieur, évidemment au niveau du rachis. Donc ça c'est la base. Et quand il se contracte, c'est là où ça inspire, il se contracte, ça fait un appel d'air, il se relâche, ça repart. Le point qui est super important, c'est que quand il se contracte, il vient mettre une pression sur toute la masse viscérale. Masse viscérale qui va venir pousser sur tous les muscles du bassin, le périnée, etc. Et il va aussi mettre une pression normalement sur tout l'abdomen à 360 degrés. Donc ça, c'est la manière dont fonctionne le diaphragme. Et l'autre point qui est super important, c'est qu'en fait, il y a une sorte de continuité entre le diaphragme, les psoas, les carrés des lombes, le transverse, dans un espèce de tissu, un ensemble de tissus conjonctifs qui fait comme un œuf au final. Et cet œuf, dans ma vision, en tout cas, du fonctionnement du corps, c'est ce qu'on pourrait appeler le corps CORE, c'est-à-dire c'est ça qui va subir un maximum de contraintes et qui va bien les répartir. Si on ne se base pas sur cette structure-là, on va venir sur les chaînes antérieures, postérieures, etc. Et on est plutôt construit en cube. Alors que moi, je pense qu'on doit être construit en sphère. En sphère, ok. Oui, en œuf. Ouais, un truc un peu qui ressemble à un œuf. Et donc ça, c'est d'un point de vue purement mécanique. Et l'autre truc qui est super important, c'est que le diaphragme est lié à plusieurs plexus faciaux qui sont en connexion avec tous les fascias du crâne, qui sont en connexion avec tous ceux des bras, et en bas qui sont en connexion avec tous ceux des jambes. C'est pas limité au corps CORE. Pas du tout. Et donc, chaque fois que tu bouges ton diaphragme correctement, s'il n'est pas gêné, il va mettre un mouvement dans l'ensemble des tissus du corps. Si tu gênes ça, en fait, il y a tout un tas de parties, en fait, les membres, etc., vont être un petit peu déconnectés du tronc, d'un point de vue mécanique. Et il va falloir compenser, justement, en travaillant beaucoup les épaules, en travaillant beaucoup les cuisses, tout ça, pour en fait qu'il y ait une liaison qui se fasse par du muscle, par de la masse musculaire. Et ce qui peut entraîner, j'imagine, des déséquilibres et des petits problèmes sur le. Et c'est pour ça que moi, là, il faudrait vraiment rentrer dans les études que je mets en place, mais c'est pour ça que on est tout le temps en train en fait de compenser quelque chose. Comme tu te construis en cube. Tu fais un petit peu trop de travail sur la chaîne antérieure, va falloir compenser en postérieur pour remettre le centre de gravité correctement. Si tu te blesses au genou, on va te remuscler là. Le problème, c'est si tu te muscles trop là, va falloir compenser de l'autre côté. Et en fait, le tennis, par exemple, tu te muscles d'un côté, il va falloir te muscler de l'autre pour compenser. C'est comme si on courait après quelque chose, en fin de compte, on n'y arrivait jamais. Exactement. Ouais. Et en fait, si tu travailles à partir d'un œuf, comme les contraintes mécaniques sont gérées par un truc sphérique, c'est pas du tout la même dynamique en fait. Les forces vont pas du tout être envoyées de la même façon, elles vont être beaucoup mieux réparties. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir trouver un équilibre beaucoup plus fin, notamment de ton centre de gravité. Ça se voit très bien sur les plateformes de stabilo quand on fait ce travail-là. Alors, tu as dit juste avant, bien travailler le diaphragme. Et qu'est-ce que ça veut dire bien travailler le diaphragme ? J'étais persuadé qu'il ne travaillait qu'avec la respiration. Et que c'était la seule façon de l'entraîner. Et c'est le gros problème. Donc ça veut dire que tu dois faire des exercices spécifiques respiratoires. Et moi, j'ai développé en fait tout un tas d'exercices pour charger en plus, pour qu'il soit un petit peu plus sollicité. Ah, parfait. Et donc, tu as la musculation pure, mais presque plus important que la musculation, parce que tu sais que le diaphragme, en fait, alors ça, j'ai lu des différentes études, mais certains considèrent que le diaphragme est encore plus puissant que les fessiers. Ok. Donc ce serait pourquoi tu dis les fessiers ? Parce que c'est considéré comme le groupe musculaire le plus puissant du corps. Le diaphragme, c'est encore plus fort que ça. Ok. Mais de façon quasiment spontanée, puisque quand même tu respires 20 000 fois par jour. Donc tu le travailles tout le temps. Donc c'est déjà un truc qui est fort à la base, mais tu peux le renforcer. Et en plus d'être fort, il doit être mobile. Ça, c'est l'autre point qui est critique chez plein de gens, le diaphragme qui n'est pas assez mobile. Alors attends, j'essaie de visualiser comment un diaphragme peut être mobile. En fait, le diaphragme, donc quand il se contracte, il se contracte en deux phases, mais en gros, c'est un peu comme un parachute à l'envers. Il va faire ça, et ensuite il va faire ça. Ok, il se contracte. Là, et après ça. Parce qu'en fait, il se relâche. Il faudra rentrer dans l'anatomie, mais c'est pas exactement juste une
toile musculaire, sinon il descendrait pas. Mhm. Il ferait juste ça. Mais en fait, il y a, la manière dont il est construit fait d'abord il fait ça et ensuite il fait ça. Ok. Donc, cette partie-là, en fait, si tu as, par exemple, toutes les viscères qui sont, les muscles viscéraux lisses qui sont beaucoup trop tendus, il va y avoir une pression contre la descente du diaphragme qui va être super importante. Et qui va l'empêcher. Qui va l'empêcher. Ok. Qu'est-ce que les gens font? En fait, ils vont commencer à respirer en thoracique. Et donc, le diaphragme va être de plus en plus faible et de moins en moins mobile. Et c'est là qu'on va commencer à voir apparaître des problèmes au lombaire, qu'on va voir apparaître des problèmes thoraciques. On va même voir apparaître des problèmes cervicaux parce qu'en fait, ces muscles-là sont pas faits pour travailler tout le temps. Et j'ai même une anecdote super drôle qui a été racontée par une physio américaine. Un mec qui faisait de l'haltérophilie et notamment qui était très fort sur ce mouvement-là. C'était du clean and jerk, donc de l'épaulé jeté. Voilà. Et en fait, ce mec-là, il avait un gros problème. Il est gros niveau national universitaire, mais il avait un gros problème, c'est que chaque fois qu'il se retrouvait comme ça, il avait des fourmis dans les deux bras en même temps. Ah ouais, ok. Donc ils ont commencé à regarder tumeur, machin, écrasement. Donc ils ont regardé, rien de tout ça. Et ils comprenaient pas. Et en fait, les physios aux États-Unis en tout cas, il y en a plus qui sont intéressés par la partie respiration et muscu. Et en fait, par chance, il y en avait une qui était compétente là-dessus. Elle a regardé ces sternocléidomastoïdiens. Elle a fait, mais attends, pourquoi ils sont aussi énormes? Les sternocléidomastoïdiens, c'est les gros muscles de chaque côté du cou. Et donc, en fait, elle a dit, mais avec cette taille-là, quand il est comme ça, il est contracte, ça vient comprimer les plexus brachiaux. Et du coup, ça fait des fourmis. Ok, je comprends. Et donc, ils se sont demandé, mais pourquoi il a des sternocléidomastoïdiens aussi énormes? Et en fait, quand elle a dit, il doit y avoir un problème au niveau du diaphragme. Parce que pour que ce soit des muscles inspirateurs accessoires qui soient aussi gros, le diaphragme ne doit pas faire son boulot. Et quand elle a évalué le diaphragme de ce mec-là, il avait en fait un diaphragme de sédentaire. Incroyable. Alors que c'était un sportif et très très haut niveau. Et donc, ça a pris 2 mois pour rééduquer ce travail-là, notamment sa mobilité diaphragmatique. Ça a permis au sternocléidomastoïdien de se relâcher et il a pu faire ça. Et en plus, il a été plus fort. Parce que quand tu pousses à partir du diaphragme, tu changes encore une fois ta mécanique et tu pousses beaucoup plus fort. Et c'est merveilleux. Et ça, je l'ai vérifié, moi, avec des sportifs à très haut niveau. J'en parlerai peut-être d'un tout à l'heure. Et vraiment, il y a... Allez, tu gagnes entre 10 et 15%. Ok, donc tout le monde devrait prêter attention à ça. Ouais. Et du coup, le problème d'un diaphragme qui serait pas assez mobile, c'est le même que d'autres muscles qui ne seraient pas assez mobiles et qui ne peuvent pas remplir leur fonction en fin de compte. Tout à fait. Ok, d'accord. Et donc tu compenses. Mais le problème, c'est que le diaphragme, comme il a une fonction évidemment respiratoire, mais aussi posturale, si la fonction respiratoire ne marche pas bien, la fonction posturale non plus. Et tu vas commencer à avoir de l'instabilité du rachis et tout un tas de cascade. Voilà. Ouais, je vois tout à fait. Et donc pour compenser ça, les gens vont faire de la muscu, les abdos, ils vont travailler les psoas, tout le carré des lombes, etc. Mais ça va créer des déséquilibres, ça va verrouiller le diaphragme, donc tu vas mettre des contraintes sur les genoux, sur les chevilles, enfin tout part en cascade en fait. Et on résout jamais le problème de base. Et tu peux pas, et tu es tout le temps en train de courir après. Est-ce qu'on peut rembobiner juste quelques secondes sur la fréquence respiratoire? Ouais. Tu as mentionné les différences de fréquence respiratoire en fonction des années et des décennies. La fréquence respiratoire, on est d'accord que c'est le nombre d'inspiration et d'expiration en 1 minute. C'est ça, le nombre de cycles complets. Le nombre de cycles complets. Donc 16, une fréquence respiratoire de 16, j'ai fait 16 fois. Voilà, c'est ça. Ok. Et pourquoi ça a augmenté au fil du temps alors? Pourquoi on considère que maintenant, entre 15 et 20, t'as dit c'est ça? Ouais, 15 et 20, c'est normal. Entre 15 et 20, c'est normal, alors qu'au début du siècle, c'était entre 9 et 12. En fait, ta fréquence respiratoire, elle joue sur ton système nerveux autonome. Donc sympathique, parasympathique. Sympathique et parasympathique. Pour faire simple, quand tu respires lentement, tu vas favoriser le parasympathique. Quand tu respires vite, ça va plutôt être le sympathique. Et parasympathique, j'imagine réduction du rythme cardiaque. Exactement. C'est tout ce qui est au repos, en fait. Voilà, tout ce qui est au repos. À peu près, digestion, etc. C'est grossier, mais c'est à peu près ça. Et sympathique, c'est au contraire quand tu vas vouloir activer. La cohérence cardiaque, donc je pense que maintenant tout le monde connaît la cohérence cardiaque. C'est quand le parasympathique et le sympathique ont une activité à peu près même équilibrée, en vrai. Et ça, tu l'as quand tu respires 5 fois par minute. Attends, que tu as une fréquence respiratoire de 5 de 6. Ok. 6, c'est-à-dire 5 t'inspires, 5 t'expires. Voilà. Okay, ça 10 fois, donc ça fait 60 secondes. Ouais. Et donc, ça, tu es à l'équilibre. Et tu as un marqueur qui s'appelle la HRV, donc
Heart Rate Variability, je crois. Ouais, c'est ça. La variabilité du rythme cardiaque. Exactement. Qui est un très bon indicateur de cet équilibre-là. Donc, ça, maintenant, toutes les montres le font. Voilà. Et en fait, quand tu regardes, si tu traces une courbe de cet équilibre-là, donc tu es au top de l'équilibre quand tu es à la cohérence cardiaque. Tu descends à 12, tu as perdu 20-30% de l'équilibre. Donc, tu es en sympathique à 20-30%, mais c'est normal, tu es en activité. Tu passes à 15, tu es à une baisse de 60%. Tu passes à... Après, c'est quasiment 10% par chiffre. Donc 16, tu es à 70, 17, 80. Et donc à 20, tu es quasiment complètement en sympathique. Ce qui est corrélé, du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est corrélé avec un stress constant? Eh ben oui. Ok. Donc tu dors mal, donc tu récupères mal, donc tu surréagis à tout, donc tu es hypersensible émotionnellement parce qu'en fait, tu es tolérant à rien. Et simplement parce que tu respires vite. Et c'est pour ça qu'on arrive à un autre concept dont je parle et qui est assez intéressant. Pour moi, en fait, la respiration, c'est ton principal système tampon. Que ce soit au niveau postural, au niveau système nerveux autonome, c'est un tampon. Tant que ta respiration, elle est entre 10 et 12, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton équilibre est à 20-30% de l'état idéal que tu as, notamment quand tu dors, si tu dors bien. Ça veut dire que ton diaphragme, il y a une course suffisamment lente pour qu'il puisse bien se projeter, donc posturalement, tu es protégé aussi. Ça veut dire qu'en termes aussi de gaz, donc l'équilibre O2-CO2, tu es aussi bien, parce que ça aussi c'est hyper important pour métaboliquement, pour bien fonctionner. Donc quand ta respiration, elle est bien, elle maintient tous ces systèmes-là en place. Ce qui veut dire que si tu as du stress, bah, tu peux l'encaisser parce que ta respiration va t'empêcher de partir trop loin. Si tu charges musculairement, tu peux y aller parce que ton diaphragme va prendre une grosse partie de la charge. Si tu te mets à faire un effort physique, si tu te mets à courir, etc., tant que ta respiration garde les bonnes concentrations, tu tournes bien au niveau métabolique. Par contre, dès que tu passes au-dessus de 15, 20, bah, tout ça, c'est dans les choux. Donc, en fait, tu es en survie tout le temps. Tu n'as pas de système qui va tamponner, en fait, toutes les contraintes qui peuvent arriver. Et c'est ça qui est hyper dangereux. Et pour moi, c'est presque un vrai problème de santé publique que les gens respirent aussi vite. Je pense que tout un tas de problématiques qu'on a sont liées au manque d'adaptation physiologique des gens parce que, justement, leur respiration leur coûte déjà du stress. C'est incroyable. Quand tu dis presque un sujet de santé publique, on peut enlever le presque, hein, carrément. Oui, mais n'étant pas médecin... Ouais, il faut se mesurer un petit peu. Je vois tout à fait. Ok, alors, pendant un moment, j'ai porté une bague, justement, qui me permettait la Oura Ring, de vérifier ma fréquence respiratoire, ma HRV, et de souvenir, je pourrais regarder sur mon appli d'ailleurs, je crois que ma fréquence respiratoire en dormant, c'était quelque chose comme 13. Et j'étais content, je me disais que c'était bas. Mais c'est pas si bas que ça, en fait. Non, ça peut être bien plus bas. Après, attention, moi, tous ces devices-là... Oui, peut-être que c'est à prendre avec des pincettes. Ouais, je les trouve pas super fiables. Ok. Mais effectivement, ça peut être un peu plus bas. Après, c'est pas cata, hein, mais t'es pas complètement au repos, du coup. Ok. Intéressant. Il va falloir que je puisse bosser sur ça. Est-ce qu'on peut revenir sur le diaphragme? Ouais. Comment travailler le diaphragme, du coup? Alors, le diaphragme, tu as plein de façons différentes de le travailler. Les plus simples, ça va être en fait, par exemple, tu inspires, tu te mets en apnée et tu continues à faire comme si tu inspirais. Donc en fait, tu peux pas prendre plus parce que en fait, tu te muscles contre la pression de l'air. Ça, c'est une façon très facile de muscler le diaphragme. Après, tu as le fait de respirer super vite. Alors pour pas hyperventiler, tu sais comme les gens qui paniquent, tu leur mets un sac, tu te mets un sac sur la bouche et tu respires super vite. Mais par contre, il faut faire super attention quand tu fais ça parce que les gens vont avoir tendance à respirer par le haut et pas à solliciter le diaphragme. Donc il faut respirer le plus vite possible par le diaphragme. Tu vas aussi un petit peu travailler le transverse. Donc ça, c'est les trucs vraiment basiques. Mais après, tu as toute une manière de bouger où tu vas aller chercher le diaphragme. Et moi, l'outil que je préfère là-dessus, c'est les kettlebells. Ok, intéressant. Voilà. Tu vois, par exemple, la manière dont les gens font les swings, en général, leur diaphragme, ça tape pas trop dessus. Parce qu'il faudrait que ça tape... En fait, c'est pas il faudrait, mais tu peux, pour muscler le diaphragme,
faire que ça tape dessus. Mais ce que tu sens, tu vois, c'est... alors moi, je suis pas bon là-dessus, mais par exemple, une 32 kilos, je peux le faire à froid et je peux en faire une cinquantaine, alors que je m'entraîne pas. Mais par contre, ça tape à mort sur le diaphragme. Ok. Mais par contre, tout le reste, le dos, etc., je suis pas spécialement affecté. Quand tu dis ça tape sur le diaphragme, est-ce que toi, tu arrives à le sentir? Ouais, mais bien sûr, mais n'importe qui. J'ai pris des sportifs, je leur ai fait faire une séance de 1h30 que diaphragme. Ils ont eu des courbatures du diaphragme pendant 3 jours. C'est-à-dire chaque fois qu'ils respiraient, et tu respires 15 000 fois par jour, Ils étaient dégoûtés. ils avaient mal. Non, mais ça montre que même sur des sportifs et notamment un qui était il faisait le camp NFL cette année. Lui, Donc, football américain. Football américain. Lui, il a eu ça. C'est-à-dire qu'il a eu des courbatures du diaphragme. Alors que c'est un mec, il était en équipe de France de rugby à 7. Ouais, donc il sait ce que c'est que le sport. On est sur un sportif de haut niveau, quoi. Mais pourtant, ça vient de faire des courbatures du diaphragme. Parce que le diaphragme des sportifs est affreusement faible. Il devrait pas être à ce niveau-là, en fait. C'est mon nouvel objectif d'avoir des courbatures au diaphragme. Non, mais tu vas voir que c'est hyper surprenant. Les gens réalisent pas à quel point leur perf augmente quand ça se remet en place. Parce que tu as l'impression, tu vois, lui, par exemple, au développé couché, il y a un test, il devait faire développé couché 100 kilos 10 fois, minimum, pour être sous la barre. En fait, en faisant, il y était pas complètement. Et en fait, en faisant ce test-là, en faisant cette musculation-là, en pas longtemps, 1 semaine et demie, 2 semaines, sans s'être spécialement entraîné à ça, il a passé les 10 sans aucun problème, en fait. Donc ça veut dire qu'au-delà des adaptations musculaires et nerveuses, rien que le diaphragme, il peut être générateur de performance. Parce qu'il prend une énorme part de la contrainte mécanique. Donc que ce soit sur la course, sur la force, sur tout, en fait ça change tout. Il y a des toutes petites adaptations quand même à faire dans le mouvement pour optimiser en fait l'arrivée des forces sur le diaphragme, mais tu cours plus vite. Tu vas, lui par exemple, il a battu le record du 40 yards en NFL cette année. Donc tu mentais pas quand tu disais que le diaphragme c'est peut-être plus puissant que les fesses. Parce que il y a des publics qui le disent. S'il a la possibilité d'encaisser toute cette charge mécanique, c'est assez incroyable. Ouais. Et tu vois, même quand, par exemple, sur la course, tu sens que quand tu bouges de cette manière-là, ton premier appui, tu sais, celui où tu tapes vraiment fort au démarrage, il tape plus, tu le sens pas taper dans les hanches, tu le sens taper là. Par exemple. Et pareil sur tes kettlebells, et pareil sur tous ces trucs-là, tu sens que ça tape là en fait. La répartition des forces n'est plus du tout la même. C'est assez intéressant. C'est vrai qu'en termes de feeling, ça doit être complètement différent. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire la distinction entre respiration thoracique et respiration ventrale, on peut dire? Alors, les gens disent respiration ventrale. Pour moi, il faut pas le dire comme ça. Okay. Moi, je parle toujours de respiration abdominale parce qu'en fait, la respiration ventrale, donc c'est quand les gens ils gonflent le ventre comme ça pour respirer. Mais en fait, le problème, c'est qu'en faisant ça, pour pouvoir pousser les viscères finalement sur l'avant pour que ça fasse gonfler le ventre, ils viennent contracter toute la chaîne postérieure. Donc en fait, les gens qui font de la respiration ventrale, et tu entends ça dans plein de sports, en fait, c'est marrant parce que quand ils respirent, si tu les regardes de profil, ils font ça. Inspire, expire. Inspire, et en fait, leur centre de pression est complètement à la ramasse. Parce qu'ils leur bougent. posture est très très mauvaise. Ok, je comprends. Donc respiration abdominale, quand tu respires avec ton diaphragme, tu fais en sorte en fait de te relâcher pour que les muscles du dos laissent aussi la pression viscérale aller en arrière. Et de cette manière-là, ce que tu sens en fait quand tu respires, comme si tu poussais directement contre ton bassin, tout l'abdomen qui s'étend, et tu sens en fait ton poids bien se répartir au milieu des pieds. Enfin, c'est hyper agréable comme sensation. La respiration thoracique, en fait, c'est quand tu bouges ça. Là, c'est même un peu claviculaire, c'est plus ça. Voilà, ça. C'est vraiment les côtes. La cage thoracique qui vient s'ouvrir. Donc tu vas avoir. Mais là aussi, c'est des muscles inspirateurs accessoires. Donc tu les utilises normalement que pour le sport. Si ça bouge au repos, c'est qu'il y a une dysfonction respiratoire. Donc la respiration thoracique, c'est pas qu'elle est fondamentalement mauvaise, c'est que si jamais on l'utilise trop, du coup, ça ne fait pas intervenir le diaphragme qui est le muscle respirateur principal. C'est vrai, mais si c'est quand même fondamentalement mauvais, parce que c'est pas des muscles qui sont faits pour ce type d'effort. Je comprends. Tu vois, quand tu passes en thoracique, pareil, il faut revenir. Moi, je reviens toujours en fait sur l'évolution, sur comment les choses marchent. Quand tu passes en thoracique, normalement, c'est parce que tu as besoin de respirer vite. Donc en fait, tu vas avoir des muscles qui vont contracter et relâcher rapidement. Le diaphragme, il fait pas ça. C'est très difficile de respirer vite uniquement en diaphragmatique. C'est un muscle qui va commencer à respirer, mais tout de suite,
c'est le reste qui va prendre le relais. Et en fait, le problème, c'est que comme c'est des muscles qui sont pas faits pour être gainés, ben nécessairement, ils vont accélérer ta fréquence respiratoire. Tu obliges quelqu'un à respirer en thoracique, tout de suite, sa fréquence respiratoire, Ça va augmenter. ben, elle arrive entre 16 et 20 dans le meilleur des cas. Ok, ouais, ça peut être Et plus haut. claviculaire, c'est encore pire. Donc claviculaire, c'est vraiment ça. Là, pour être en dessous de 15, c'est quasiment C'est impossible. presque respirer avec la gorge, en fait. Ouais, quasiment. Ok, d'accord. Je connaissais pas cette distinction. Et c'est vrai ce mythe un petit peu où on dit que les enfants, les bébés savent respirer avec le ventre, enfin plutôt respiration abdominale, parce qu'on les voit vraiment bouger le ventre à chaque inspiration. Et les bébés, c'est hyper intéressant. Moi, en fait, toute une partie de ma méthode, c'est de revenir à leur manière de bouger à eux. En fait, alors les bébés respirent mal fondamentalement, mais au niveau pulmonaire. C'est-à-dire que c'est une vraie galère pour eux de respirer. Mais en même temps, c'est super important, je pense. Toujours pareil, si l'évolution a fait ça, c'est qu'il y a une raison. Ça n'aurait pas resté. En respirant aussi mal, ils sont obligés de beaucoup solliciter le diaphragme. Ok ? Et tout le reste de leurs muscles, bah, ils sont quasiment pas fonctionnels puisqu'ils sont tout le temps allongés. Donc en fait, leur diaphragme, ça va être le premier muscle très fort qui va se mettre en place puisqu'ils le sollicitent tout le temps. Et ils sont obligés de forcer dessus parce que justement, ça bouge mal. Et donc, leur diaphragme est très fort. Ils ont très peu de muscles tendus parce que déjà, ils les utilisent pas et en plus, ils sont tout petits. Et c'est pour ça que quand tu vois un bébé respirer, effectivement, il se déploie complètement. Ouais. Comme ça. Et donc ça, c'est la base. Et un adulte devrait pouvoir respirer comme ça. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais en fait, quand le bébé il se redresse, quand le bébé il rampe, ça peut pas être sans le diaphragme, puis c'est son muscle le plus puissant. Donc en fait, moi j'ai mis en place une séquence que j'appelle les mouvements du bébé. Et cette séquence, quand tu la regardes de l'extérieur, tu peux la faire et tu as l'impression que ouais, tu sais faire. Mais en fait, si tu fais cette séquence avec le diaphragme, tu as une façon de bouger qui est totalement différente. Que ce soit dans ta génération de force, dans la souplesse, dans la légèreté que tu as. Et en fait, tu te rends compte que par exemple, marcher à quatre pattes, tu n'as quasiment pas de contrainte dans les épaules et dans les hanches. Dans les hanches. Quand tu rampes, en fait, tu glisses plus que tu ne fais ça. Quand tu te redresses, tu n'utilises quasiment pas tes abdos, voire tu n'utilises pas tes abdos. Toute ta mécanique, en fait, change. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment calqué le développement du bébé. Et pour avoir donc 2 enfants en bas âge, ce que j'ai vu, c'est ils étaient nickel jusqu'au moment où je les ai mis, tu sais, dans les parcs. Tu les mets dans un parc comme ça, ils commencent à réduire leur mouvement. Et c'est là où ils commencent à bouger comme des petits adultes. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas besoin d'aller loin pour chercher des objets, regarder. Tu vois, un bébé, avant de le mettre dans un parc, par exemple, tu vois, s'il veut aller chercher un truc là, c'est ce qui va entraîner le retournement. Il va regarder avec sa tête, il va tourner, il va amener le bras. Et tu vois qu'en fait, tout son travail est en extension. Tu le mets dans sa cage, ben en fait, il n'y a plus d'extension. Plus d'extension. Tout devient en flexion. Et le bébé se regroupe jusqu'à se dissocier. Ah ouais, et tu regardes tous les adultes aujourd'hui, ils bougent comme ça en fait. Ils ne bougent jamais en extension. Ils bougent toujours en se raccourcissant. Les bébés sont l'exemple parfait. C'est pas que c'est l'exemple parfait, c'est qu'en fait tu pars sur des bonnes bases, sur des bons rails. Tu vois, tu parlais d'évolution. Ouais. L'évolution elle te met sur les bons rails. Après, la manière dont tu élèves du coup les petits, tu les contrains, ils arrêtent de s'étendre. Et ça raccourcit en fait tous leurs gestes. Et tu penses que nous, enfin à l'âge adulte, on n'a plus ces restrictions spatiales qu'on aurait pu avoir à l'enfance, mais on aurait gardé cette habitude-là qui fait qu'on ne peut plus bouger en extension? C'est un peu ça? En fait, c'est que tu as pris l'habitude à bouger en flexion, mais en fait, tu peux rééduquer ça très facilement. Et je vais même aller plus loin. Moi, aujourd'hui, une de mes convictions, et c'est ce que je fais quand je suis des sportifs, et les résultats parlent un petit peu pour moi pour le coup, les génies du sport, ils bougent en extension. Tu regardes et ils bougent en extension et ils bougent sur cette construction autour du diaphragme. Tu regardes par exemple un mec comme Lionel Messi. Le type, tu peux le pousser dans tous les sens. Tant que tu le fauches pas, il tombe pas. Pourtant, il est tout petit. Ouais. Et les gens, ils te disent quoi? Ils te disent ouais, c'est parce qu'il a un centre de gravité bas. C'est toujours ce que j'entends. Il a des jambes courtes, un centre de gravité bas. Pardon, mais des gens petits au foot, il y en a plein. C'est pas Messi, quoi. Ouais. Et quand tu les tapes, ils tombent. Tu vois, je pense à un mec comme Mathieu Valbuena ou comme Franck Ribéry, ils étaient solides, mais ils tombaient. Messi ne tombe pas. Parce que la manière dont il gère l'impact est pas du tout le même. Et ça, c'est lié à cette construction en extension où
quand tu es en extension, en fait, tu es connecté à ton diaphragme et on revient sur l'œuf. Et en fait, il n'y a rien qui rentre. C'est passionnant. Et tu vois, alors moi, tu vois, par exemple, Antoine Dupont, pour moi, il est un petit peu construit comme ça aussi. Ok. Voire très, très comme ça. Ouais. Et là, le joueur que je suis, on a complètement changé sa construction. Rugby aussi. Rugby à 7. On a complètement changé sa construction et il commence à avoir le même type de choses. C'est-à-dire que quand tu le percutes, tu rebondis sur lui. C'est pas il te dégage, c'est t'as pas de prise, tu rebondis. Et lui, il peut continuer à courir alors qu'il prend une percussion. Et il y a plein en fait de choses qui changent et que tu retrouves chez tous les génies du sport et qu'on n'arrive pas à reproduire. C'est assez fascinant. Mais au-delà des implications dans le sport, dans la vie de tous les jours, tu as dit juste avant que c'était presque un enjeu de santé publique. Bah oui, parce que simplement la façon de t'asseoir. Quand tu es posé comme ça et que tu es en extension, mais en fait, tu n'es pas tassé. Tu vois, là, sur le fauteuil, je suis étiré, en fait. Je suis pas. Si j'étais. Voilà, là, je serais tassé. Mais en fait, tu vois comment je me tiens. Et c'est pas par la chaîne postérieure, parce que je tiendrai pas. C'est trop fatigant. Quand tu dis à quelqu'un, tiens-toi droit. Et c'est chaîne postérieure directe. Bah ouais, et il tient quoi 2 minutes, le temps qu'il fasse attention, et après, boum. Okay. Alors que quand c'est je viens de me redresser là, parce que avec ce que tu m'as dit, et j'ai contracté le bas du dos. Ouais, bah tu vois, là, tu as fait ça, mais maintenant, regarde, retasse-toi et fais une inspiration très très lente par le nez, en essayant de te relâcher le plus possible. Et regarde la pression qui arrive, voilà, jusqu'à ce que ça monte à la tête. Ben en fait, ça, c'est quand ton diaphragme te redresse. Ça veut dire que tu n'es jamais complètement affalé, tu es toujours étiré dans ton corps. C'est fantastique. Il y a juste, enfin, cet exemple, il est hyper parlant. Voilà, il est super simple. Sur la position assise. Comment on pourrait identifier une personne qui respire. Enfin, est-ce que tu arrives, toi, à identifier une personne qui respire mal? Ouais. Directement, quoi. En fait, si sur mon Instagram, j'ai fait ça un moment, je faisais ce que j'appelais des speed breathing. C'est-à-dire que je demandais aux gens, des gens que je connaissais pas, envoyez-moi un message, je vous regarde en vidéo, vous respirez 3 fois de face, 3 fois de profil, et je vous dis comment vous vous tenez, les problèmes que vous avez, quel est votre niveau de stress, quels sont vos fonctionnements d'esprit même, quelles sont vos émotions sur lesquelles vous réagissez le plus. Parce qu'en fait, ta respiration, elle peut te dire tout ça. Donc ouais, tu vois plein de choses. Ouais, tu peux le déterminer assez facilement. Et de ton expérience, tu penses que c'est la majorité des gens? Ou il y a encore certaines personnes qui arrivent à bien respirer? En fait, ceux qui respirent bien, en général, tu les vois au-dessus du lot. Dans le sport, c'est une évidence. Les gens qui sont très calmes. Tu vois, t'en vois aussi à l'armée. Des mecs qui sont très très froids, ils ont toujours une respiration très posée. Alors mécaniquement, c'est pas forcément le top parce que il y a quand même le conditionnement physique qui fait que ça dérègle un peu. Ouais. Mais le fait qu'ils arrivent à être lents sur leur manière de respirer, ça les pose et quand même ça fait un peu ce système tampon. Mais globalement, les gens qui respirent bien, tu vas les voir tout de suite au-dessus du lot parce qu'ils vont avoir une capacité de travail qui est supérieure, une résilience qui est supérieure, une capacité à gérer la frustration qui est supérieure. À la frustration, ça peut jouer ça? Ouais, parce que si tu as ton système nerveux qui est toujours... Le sympathique, c'est ce qui te permet de réagir au stress. C'est une réponse au stress. Et en fait, une réponse au stress, c'est quoi? Tu fais ça quand tu as besoin de t'adapter. Okay. Donc, si tu es toujours au taquet de ton sympathique, ça veut dire que tu es au taquet de ta capacité d'adaptation. Donc, si on te met un tout petit truc de plus, tu peux plus t'adapter, tu es déjà au maximum de tes limites. Donc, en fait, tu vas être intolérant à la moindre demande d'adaptation, ce qu'on appelle la frustration. Ne pas savoir gérer la frustration, c'est qu'on te demande de t'adapter à quelque chose, mais tu n'en as plus la capacité. Au niveau nerveux, tu es déjà au top de ce que tu peux faire parce que tu es stressé H24. En fait, on te demande un peu plus et tu vas t'énerver. Donc les gens comme ça, forcément, ils vont fatiguer plus vite, ils vont prendre moins de risques, alors que les gens qui sont capables de gérer ça avec le recul que tu as quand justement c'est bien régulé, ils vont pouvoir aller plus loin toujours. Enfin, tu vois, quand tu me parles de ça, j'ai l'impression que tu décris des personnes au caractère différent. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir avec le caractère. C'est plus physiologique que ça. Pour moi, alors ça, pour le coup, c'est vraiment mon hypothèse de travail. Il y a quand même pas mal de data qui vont dans ce sens-là, mais on va dire que c'est encore exploratoire. Mais pour moi, le gros du caractère est très lié à la posture. À la posture et à l'état nerveux. Typiquement, ça, c'est un truc qui a été décrit dans plusieurs papiers, mais tu vois, tu as des zones du corps différentes qui se contractent quand tu as une émotion. Par exemple, la colère, tu vas contracter toute cette partie-là, la peur, tu vas contracter les psoas, etc., etc. Et en fait,
en biologie, tu as rarement, dans un système, tu as rarement quelque chose qui va se déclencher sans qu'il y ait une information en retour qui te dise bon, maintenant c'est bon, on a déclenché, faut t'arrêter. C'est le principe du rétrofeedback, du feedback. Et en fait, au niveau émotionnel, si par exemple tu as toujours tout ça tendu, tu es constamment en train de dire à ton cerveau je suis en colère. Enfin, toute la zone de la colère est active. Ton cerveau, il trouve pas de raison d'être en colère. Il dit mais attends, c'est pas normal. Donc le moindre truc qui va lui donner une raison de justifier cet état de tension, il va se mettre en colère. Et idem pour la peur, etc. Et c'est pour ça que tu as des gens qui vont avoir une tendance, au moindre événement, ils vont toujours réagir de la même manière. Ouais. Soit en étant en colère, soit en étant effondré, soit en ayant peur et en ne faisant rien, jusqu'à ce que tu enlèves ces trucs-là. Et on va en revenir à la respiration parce que tu penses que je suis allé loin, mais en fait, non, pas du tout. Ah non, je pense pas. Là, je suis passionné, là. Ce qui fait que tu maintiens ces zones de tension. C'est pas normal, en fait. Pourquoi tu maintiendrais, par exemple, les épaules comme ça et les bras comme ça? Alors qu'il n'y a pas de raison. Alors qu'il n'y a pas de raison. Bien sûr. Ben, en fait, c'est parce que ta posture, à un moment donné, en a besoin. Si tu es sur tes chaînes antérieures et postérieures, tu as un déséquilibre. Par exemple, tu vois, le fait d'être comme ça va compenser un déséquilibre du bassin. Parce que si ton bassin, il part trop en avant pour une raison ou une autre, par exemple, si tu as les psoas contractés, le bassin va avoir tendance à être comme ça, bah, tu vas te redresser. Donc, tu vas activer tous les muscles de la colère. Et tu vas dire au cerveau, je suis en colère. Le cerveau va dire, mais pourquoi tu es en colère? Ah, pour ça. Et tant qu'en fait, tu n'as pas une posture stable, construite sur, pour moi, l'œuf, tu es soumis finalement à ces tensions-là qui vont participer au maintien de ta posture, donc tu ne peux pas t'en débarrasser. Et donc, tu as des gens qui vont avoir un type de réaction presque robotique à toutes les situations, un ou deux types, parce que en fait, pour moi, les émotions vont par deux, puisqu'elles se compensent deux à deux dans la posture. Et les gens vont, par exemple, être soit peureux, soit colériques, soit surexcités de tout et peureux, soit tristes et surexcités. Donc là, tu as presque des gens, tu sais, qui sont dépressifs un jour et ils sont surexcités de l'autre. Mais tout ça, en fait, pour moi, c'est des compensations posturales. Mais ça fait qu'il y a une relation, en fait, il y a une relation qui est miroir entre les muscles qui se contractent et certaines émotions, et inversement. Eh ben oui. Et c'est 50-50. Enfin, 50-50, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça, je saurais pas dire la poule et l'œuf, en gros. Mais moi, j'ai tendance quand même à dire que presque le corps a plus d'impact sur ta réaction que le cerveau. Parce que, encore une fois, le cerveau, lui, tout ce qu'il a comme signal, c'est j'ai les tensions de cette émotion. Et donc, quand il va trouver une raison, il va être content. Mais fondamentalement, le problème, c'est le corps. Ah ouais, je comprends. Et en fait, quand tu rééquilibres ça, et moi, c'est un travail que je fais, que j'appelle la roue des émotions, en fait, tu te rends compte que les gens, ils changent de caractère. Et ça, c'est assez délirant à voir. C'est complètement délirant. Ouais, non, c'est délirant. Parce qu'en fait, tu vois, ils vont, par exemple, des gens qui sont tristes, tu vas leur remobiliser la zone en question et tu vas les rééquilibrer, notamment en les remettant sur une bonne posture. Ils vont pleurer sans raison. Aucune raison. Même pas de souvenirs qui montent, rien. Et après, il se passe plus rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout les mêmes comportements. L'échec, par exemple, ça les déprime plus. C'est vraiment assez effrayant, en fait. Et en fait, surtout ce qui est effrayant, c'est que tu te rends compte à quel point tu es complètement esclave de finalement ton conditionnement physiologique et postural. Mais c'est ce que j'allais dire. Il y a certaines personnes qui passent presque la totalité de leur vie avec ces conditionnements-là. Ouais, c'est hyper triste. C'est très très triste. Alors qu'il y aurait potentiellement une solution. Oui. Ok, là ça fait presque peur. Ouais. Ça fait presque Et peur. tu vois, le premier truc qui m'a mis sur cette piste, c'est hyper intéressant, c'est les arts martiaux. Ok. Tu connais un peu les arts martiaux? Oui, je connais un peu les arts martiaux. Ok. Le silat, ça te parle? Oui. Ok, c'est un art martial indonésien donc. Et donc c'est quelque chose, hyper agressif. Puis ils ont des couteaux, des machettes. C'est violent. C'est un truc un peu violent. Et tu as un style en particulier où, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont voulu former des gens très très vite des paysans, à pouvoir combattre contre des envahisseurs, en l'occurrence des Japonais. Le problème, c'est comment tu fais passer des gens tranquilles qui cultivent leur terre ou qui pêchent à des gens qui vont te massacrer un humain à la machette. Il y a quand même un gap, à franchir. En fait, dans ce style-là, et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quelqu'un qui me l'avait expliqué, ils mettent les gens pendant quelques semaines, mais genre 4, 5, 6 heures par jour, tout le temps chargés à mort sur les jambes et tout le temps en avant. Et ça te contracte quoi? Ça te contracte tout le bassin
et les psoas, et ça te contracte tous les muscles, trapèze, les bras, etc. Quand tu dis chargé à mort, c'est vraiment avec du lest Non, en fait, ils passent leur journée hyper bas. Ah, ok. Hyper bas comme ça, penché. Et en fait, donc, ils sont hyper tendus de ces zones-là, qui sont les zones qui réagissent à la colère et à la peur. Donc, si tu as quelqu'un qui a très peur et qui réagit à cette peur en venant détruire ce qu'il y a en face, bah, tu as un soldat, en fait. Tu vois ? Et encore plus intéressant, donc, ils faisaient ces mecs-là comme ça, et après, il fallait les réintégrer. Et le problème, c'est que si tu fais rien à leur posture, ils restent comme ça. Donc, la deuxième phase de cet art martial, c'est quoi ? C'est de te faire des postures un peu comme en Qigong ou autre, où ils mettent les mecs hyper droits, très haut, donc plus du tout sur des positions basses, hyper droits et étirés sur l'axe respiratoire en fait, pour détendre ces tensions et pouvoir les réinsérer. Et pour rétablir, parce que sinon ça reste des sinon, il reste de des machines de guerre. Oh, c'est incroyable. Donc quand tu regarderas les gens comme ça, ou tu vois, ouais, j'y prêterai bien attention. Ok, bon là tu nous as lâché quand même pas mal de choses hyper intéressantes. Et je pense que tout le monde sera d'avis de considérer la respiration comme le truc le plus important. Ouais, parce que c'est ce qui te donne la neutralité en fait. Alors, est-ce que tu aurais des tips concrets déjà pour identifier si on respire mal et potentiellement comment résoudre ça ? Ouais. On va commencer d'abord par identifier si moi aujourd'hui je respire mal. Alors, pour moi, il y a une sorte de checklist. Déjà, est-ce que tu respires par le nez ou par la bouche ? Ok. Si tu respires par la bouche, mauvais. Il y a problème. Quel que soit le scénario. À part si tu fais du sport et que tu fais un sprint, là, t'as pas le choix. Et voilà, le sport, on va dire, c'est un truc à part, où c'est tolérable, mais tu gagnerais à respirer le plus longtemps possible par le nez, on pourra rentrer là-dessus aussi. Mais le reste du temps, et si tu parles. Si tu parles beaucoup, si tu chantes, compliqué de respirer que par le nez. C'est des scénarios particuliers. Mais dans la vie de tous les jours, par le nez. Et comment on fait pour s'en rendre compte, ça ? Est-ce que tu conseilles d'essayer de vérifier toutes les heures si on respire bien par le nez ? Est-ce effectivement, il y a moi ce que je disais au début à mes élèves, c'est timer. Tu mets une alarme et à ce moment-là, tu regardes si t'es comme ça dans ton ordinateur. Voilà. Mais il y a un deuxième truc qui est pas mal, c'est en fait est-ce que ta bouche est sèche ou pas. Ok, ah bah oui, c'est bien plus parlant. Et notamment la nuit. Ouais. Donc si bouche sèche, ça veut dire que tu as respiré comme ça, l'air a séché les muqueuses et du coup ta respiration est probablement buccale. Donc ça c'est premier point. Et qu'est-ce que tu en penses, petit aparté, des personnes qui font du mouse typing ? J'avais fait une vidéo YouTube sur ça à l'époque. T'as déjà vu des sportifs ou même des biohackers, je mets des gros guillemets, qui font ça. C'est un peu gadget ? Ça, en fait, j'ai envie de dire ça dépend pourquoi. Pour moi, il n'y en a pas besoin. Et notamment, parfois, ça peut ne pas être du tout efficace si la problématique vient de la mâchoire. Ok. Tu vois, alors là, même moi, j'ai arrêté de creuser la dent, ça allait vraiment trop loin. Mais en gros, la mobilité de ta langue plus la tension de tes mâchoires va conditionner la facilité à maintenir ta bouche fermée. Et les gens qui respirent par la bouche depuis longtemps, leur langue, elle est beaucoup trop tendue. Donc, elle ne vient pas se coller au palais. Du coup, ils tombent comme ça tout le temps. Et ça a une répercussion sur les muscles de la mâchoire. Okay, je comprends. Donc là, tu peux mettre tout le scotch que tu veux. Ça va pas résoudre le problème. Ça va pas résoudre le problème. Dès que tu vas l'enlever, la mâchoire, elle va retomber. Donc, en fait, c'est plutôt, moi, je leur dis mâcher du chewing-gum dur. Déjà, là, ça va remuscler ici. Ce sera plus facile le travail là. Et après, il y a tout un tas d'exercices que j'ai appris en plus il y a pas longtemps, d'étirement de la langue. Où en fait, tu viens coller la langue au palais comme ça et ouvrir au maximum. Et tu vois, ça tire au début, ça peut tirer vachement. Ici, il faut que toute la langue soit aplatie, c'est pas que la pointe. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Et, tu vois, et ça tire vachement. J'arrive même pas. Voilà, ça doit être souple normalement. Mais alors, ça me rappelle une question que j'ai posée juste avant. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Est-ce que c'est parce qu'on respire mal que la langue et les muscles de la mâchoire ne sont plus assez efficaces pour refermer la bouche ? Ou est-ce que c'est parce qu'on a gardé la bouche ouverte trop longtemps ? Non, la langue, je pense qu'il y a plusieurs choses. En fait, dans ton cas, par exemple, c'est peut-être que justement, comme tu es fort et que tes muscles, du coup, tu les as vachement entraînés, tu as beaucoup moins besoin de toutes les structures musculaires de la mâchoire, etc., pour pas te faire mal au cou, pour pas que ta tête traîne. Si tu as ça en place, ta tête, elle est stable sans avoir à trop solliciter les muscles du cou, parce que en fait, tous les muscles internes ici, ils viennent aussi stabiliser la région cervicale. Ouais, je comprends. Donc, il y a plein d'explications. En fait. Ok.
Ok. Donc ça, c'est la première Le nez. checklist. Ensuite, pour moi, le deuxième point, c'est par où tu respires. Et là, c'est assez simple, hein, en termes de... Si tu respires normalement, donc même tu peux faire attention un petit peu, mais tu mets tes mains ici, Sur les hanches, donc. sur les hanches, et en fait, avec les pouces au niveau lombaire. Ok. Et quand tu inspires, tout doit bouger. C'est pas que l'avant, c'est pas que le côté, c'est tout doit bouger. Ah ouais, là, pas grand-chose qui bouge là. Hein. Quand là, ça bouge bien, ensuite tu mets une main sur les côtes, et ça doit d'abord bouger en bas, ensuite sur les côtes, si tu prends un peu plus d'air. Ok. Si là, ça bouge en bas. Et là, Et t'as dit après- sur les côtes. Au niveau des côtes, Ok. et tu dois sentir que les côtes s'ouvrent. Et quand ça c'est fait, tu vérifies là, tu mets une main au niveau de la clavicule, et le dernier mouvement, c'est si tu vas tout en haut. Tu vois l'épaule part un petit peu en arrière comme ça, et ça c'est le dernier étage respiratoire. Donc si tu as bien ces 3 étages dans ce sens avec la mobilité abdominale, c'est que la mécanique est bonne. Sinon, bah pareil, il y a souci. Et sur l'expiration, ça aussi hyper important, c'est dans le même sens. Ok. Donc si ça a commencé abdominal, Ouais. thoracique, claviculaire, ça Ouais. doit faire claviculaire. Non, justement, Ah, ok. c'est abdominal, thoracique, claviculaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu fais dans l'autre sens, ça veut dire que tu maintiens ton diaphragme contracté, puisque tu gardes la pression viscérale en bas. J'essaye de visualiser. Attends. Ton diaphragme, quand il inspire, il presse, Ouais. donc ça gonfle ici. Mhm. Quand tu arrives ici, c'est d'autres muscles Ok. qui ont travaillé. Mais si tu te dégonfles d'abord là, Ah ça oui, veut dire ok. que ton diaphragme, il Ouais, reste ouais, là. j'ai capté. Donc en fait, que tu n'es pas passé encore sur Hmm. ta phase expiratoire, puisque l'expiration est passive. Ok. Donc les gens qui font dans l'autre sens, ben en fait, c'est pas bon, c'est qu'ils mettent trop de tension dans leur manière de respirer. Ok. Et Bah, tu as tu vois, souvent ça chez des gens qui ont une respiration ventrale et pas Hmm. abdominale. Ça Ok. met beaucoup de tension. ça c'est une bonne distinction parce que tu vois instinctivement j'étais dans l'erreur. Ok. Et le troisième point hyper important, c'est ta fréquence respiratoire. Combien de fois tu respires par minute? Est-ce que tu penses que ça mérite de la mesurer plusieurs fois dans la journée Non, ou pas dans la journée, mais avant de dormir peut-être le matin au réveil? Pour moi, tu le mesures une fois par semaine. Ok. Tu vois, Ok. même un peu plus que ça. L'idée, c'est en fait d'avoir, si on s'en fout que tu sois entre 11 et 13. La question, c'est est-ce que je suis à 20? Est-ce que je suis à 10? Hmm. Ça, c'est important. Et même plus efficace, là, on va un petit peu plus loin dans ma checklist. Mais moi, ce que j'aime bien savoir, c'est combien tu es capable de tenir en apnée vide. Apnée vide, ça veut Apnée dire quoi? vide, ça veut dire que tu expires. Et après, alors, c'est pas tu vides tes poumons. C'est après une expiration, tu bloques. Mhm. Et moi, je regarde combien de temps ça tient. Et quand j'ai apnée vide et ensuite apnée pleine, ça permet aussi de savoir plein de choses sur la qualité de ta respiration et ton niveau de stress. Donc apnée pleine, j'imagine, c'est après une inspiration, Après une inspiration et tu maximale. bloques. Ok. Et t'as des chiffres sur ça ou pas forcément? Apnée vide, n'importe qui en forçant doit pouvoir passer la minute. Apnée pleine, n'importe qui en forçant doit pouvoir faire 1 minute 45. La plupart des gens, ils sont à 20-25 secondes en apnée vide. C'est ce que j'allais dire. Je pense que je connais personne qui fait plus d'une minute en apnée Ouais. vide. Hein. Mais en fait, et c'est là où tu te rends compte qu'il y a vraiment un problème, tu prends quelqu'un, tu lui fais faire pendant 30 minutes des respirations lentes, donc des trucs pour forcer le système nerveux autonome à redescendre. Et tu lui fais faire une apnée, il va arriver sans problème, même s'il est à 20-25, au bout de 30 minutes, il va arriver sans problème à, allez, 50 secondes, Hmm. 1 minute. Et en fait, ça montre quoi? Ça montre uniquement que ton système nerveux autonome, il est complètement en panique, et donc certainement que tu hyperventiles. Ouais, je comprends. Et effectivement, la plupart des gens, tenir 20 secondes sans respirer, c'est l'enfer. C'est un peu les exercices que font les apnéistes aussi, Ouais. tu sais, avant de plonger. Tout à Ils fait. réduisent Mm. leur fréquence respiratoire et ça c'est eux c'est des j'imagine que eux du coup c'est des exemples de diaphragme hyper musclé ou pas forcément. Pas forcément. Ok. Pas forcément. Oui, parce que retenir sa respiration, c'est pas bien respirer. C'est pas la même C'est ça. chose. Moi, j'ai été surpris. Attention, hein, en fait, l'apnée, c'est un sport incroyable, mais souvent, moi, l'impression que ça me donne, c'est que c'est plus une histoire de à quel point tu es capable de résister à la douleur et de gérer ta douleur que réellement gérer ton souffle. C'est ce que l'un des champions, Stéphane Toureau, qu'on salue, disait. Ouais. C'est que justement, ils essayent de s'habituer à cette sensation de CO2 qui s'accumule. Ça, mais plus aussi toute la pression. Parce que quand Ah ils oui, sont aussi, à 60-70 mètres, t'as le 24 corps mètres, qui Mm. est complètement... Et pour moi, l'apnée, c'est
plus une discipline de gestion en fait de la douleur, des émotions, de ces trucs-là, que réellement une discipline de gestion respiratoire. Et évidemment, il faut qu'ils puissent prendre beaucoup d'air. Oui, bien sûr. Donc, ils ont une mécanique ventilatoire qui marche bien. Mais si on le ramène à la manière dont ils se tiennent, dont ils fonctionnent, c'est pas là où j'ai trouvé les gens qui respiraient le mieux. Ouais, je comprends. Ok, donc tu as fait ta checklist. Ouais. Ça, c'est bien mémorisé. Et quelles seraient les solutions qu'on peut mettre en place pour justement l'améliorer? Bah moi, dans ma manière de travailler, je commence toujours par la mécanique. Pour moi, si ta mécanique est bonne, après, tu peux correctement travailler sur ta physiologie. Et si ta physiologie est bonne, après, tu peux travailler sur le stress, sur la gestion émotionnelle, aller faire une psychothérapie, tout ce que tu veux. Si ta physiologie te gêne pas, les autres trucs derrière vont marcher. Ok, donc il y a bien un ordre. Voilà. Si ta physiologie, si tu commences par la physiologie mais que ta mécanique est mauvaise, par exemple, tu respires en thoracique, c'est impossible pour toi de descendre à 12-15 respirations minutes. Ok, donc il y a vraiment un ordre à respecter, sinon c'est pas possible. Ouais. Et j'ai presque envie de dire, parfois même, tu peux aller jusqu'à la correction posturale pour pouvoir bien redescendre et bien gérer ton stress finalement. Et ça, c'est l'autre truc qui est hyper important. Moi, mon approche de la gestion du stress, elle est quasiment 0% mentale. C'est avant tout comment est régulé ton système nerveux autonome. Donc, est-ce que ta ventilation te gêne ou pas? Et quand ça, c'est bien, est-ce que tu gères bien les gaz? Est-ce que tu gères bien tous ces trucs-là? Mais est-ce que de toute façon, la gestion du stress, elle est mentale? On pourrait partir du principe qu'elle l'est à 0%, la gestion du stress. Ouais. Que tout est physiologique, tout est mécanique et que... En fait, moi, j'aime bien, tu sais, toujours tenir des positions un peu extrêmes parce que ça permet de simplifier les hypothèses et ensuite affiner. Je comprends. Donc, mon positionnement, c'est plutôt ça. C'est de dire, la gestion du stress, c'est d'abord 100% physiologique. Dans la réalité, non, parce qu'il y a des facteurs de stress qui sont induits par l'apprentissage, par les habitudes, etc. Mais en pratique, moi, ce que je vois, c'est que tu prends des gens comme ça, tu ne changes rien à leur manière de voir la vie. Mais par contre, tu fais en sorte qu'ils aient une capacité d'adaptation qui ne soit pas fracassée par le fait qu'ils respirent 20 fois par minute. Bah oui, ils sont toujours aussi bizarres dans leur tête, mais ils en souffrent moins. Ouais, je comprends totalement. Ouais. Ça se vaut complètement. Hein. Ok, donc les solutions pour améliorer tout ça. Et comment on peut s'attendre à se sentir comment, tu vois, une fois que la respiration est améliorée? Bah c'est neutre. La réponse, c'est pas tu te sens sur un... Non, t'es neutre. C'est-à-dire que l'équilibre est bon. Voilà, les variations émotionnelles vont toujours être contenues. Quand tu vas stresser, tu vas toujours ressentir du stress. C'est un mécanisme d'adaptation, tu en as besoin, mais ça va jamais en fait t'enlever tes moyens. Tu vas faire ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est neutre. Et c'est pour ça que moi j'aime bien le sport et ma méthode de travail, elle est très axée sur le mouvement, sur l'opposition, etc. Parce qu'en fait, cette neutralité se voit aussi dans ton temps de réaction et dans ta manière à gérer le chaos. Quand tu es bien là-dedans, c'est pas comme... Les gens vont appeler ça l'état de flow. Moi, c'est juste... Ah ouais, t'aimes pas ce terme? Bah, pour moi, en fait, l'état de flow, c'est presque l'état normal dans lequel tu dois être quand tu gères quelque chose, en fait. Ce serait merveilleux, ça. Bah, redescends à 10 respirations minutes toute la journée et on en rediscute de l'état de flow. Ok, je comprends. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est, tu vois, t'as tout qui bouge autour de toi, mais t'as le temps. Tu vois? Tu analyses plus vite, t'as le temps. Tu analyses comme il faut, en fait. C'est ça. Mais comme on n'est plus habitué à analyser comme il faut, on a l'impression que c'est un super pouvoir une fois qu'on y redescend. Tu sais, bon, pareil, après, il y a toute une partie autour du fonctionnement de l'esprit, mais ta capacité d'analyse, elle consomme de l'énergie. Ouais. Et on sait qu'on n'est pas capable de faire consciemment 10 trucs en même temps au niveau du cerveau. Bon, ben maintenant, en fait, si tu es stressé, quand c'est le chaos autour de toi, qu'est-ce qui va arriver? Toutes tes tensions, toutes les sensations. Pendant que tu as ça et que ta conscience, elle se met là-dessus, en même temps, tu dois analyser. Mais il y a cette tension-là. Donc, tu fais l'aller-retour constamment. Tous les signaux parasites, tu fais des allers-retours avec ça et ton analyse. Bah, t'enlèves ça, bah, t'analyses. Et en fait, tu vois que tu as le temps. Ok, ça donne envie. Complètement. Tu as parlé de sport juste avant. Ouais. Est-ce que, justement, on peut faire une petite aparté sur le sport? Est-ce qu'on a vraiment des données disponibles qui nous permettent de
savoir que la respiration a un impact sur les performances? Alors, tout le monde s'est jeté sur la cohérence cardiaque. Donc, dans le sport, il y a plein de choses qui sont faites autour de la cohérence cardiaque. Mais, C'est pour ça que ça a gagné en popularité ces dernières années. très, très honnêtement, on est comme sur toute forme d'optimisation sportive, on parle de quelques pourcents. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais parce que pour moi, c'est pas du tout la bonne piste. La bonne piste, elle est, tu fais bouger ton athlète par son souffle. Et là, on a des résultats qui sont exceptionnels. Je vais te reparler de celui qui était en NFL. Donc le 40 yards, il le courait en 4,38 quand je l'ai pris. 4 mois après, il l'a couru en 4,2. C'est une progression délirante, ça. Sur un mec qui sait déjà courir. Hein. Ouais, et sur un 40 yards aussi. Sur un 40 yards. Ok. 40 yards, c'est à peu près 40 mètres, il me semble. 36. 36 mètres, ok. Ouais. Donc 2 dixièmes sur ça. Tu vois. Et par contre, on a complètement changé sa manière de bouger. On a changé la répartition des forces, on a tout changé. La conséquence de ça aussi, en fait, il respirait beaucoup plus lent, donc beaucoup moins de stress, donc beaucoup plus de capacité d'analyse, de recul, etc. Et j'imagine meilleure capacité de récupération. Il peut assumer plus de volume d'entraînement, etc. Le camp, c'est l'IPP, je ne sais pas si tu en as entendu parler, l'International Pathway. Non. En gros, c'est la NFL, tous les ans, ils allaient chercher des étrangers dans d'autres sports pour les former au football américain pendant 10 semaines. Pendant ce truc-là, donc ils étaient une douzaine, que des sportifs évidemment de haut niveau qui venaient un peu pas mal du rugby. Il y avait un champion olympique de lancer de poids, enfin des trucs assez improbables. Il y a eu 9 blessés sur 12. Lui, c'est pas blessé. Ok. Et pas parce ça en dit long. Pas parce qu'il avait le frein à main, parce qu'en fait, il sait pas la manière dont tu répartissais les forces faisait que tu te blesses pas. Mais alors, qui sait faire ça? Moi, je suis coach sportif, je saurais pas m'entraîner comme ça. Je sais pas. Je connais des kinés, il y en a j'ai jamais entendu parler de ça. Je sais pas. Qui sait faire ça? Je sais pas. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je fais vraiment des études publiées. Parce que je pense réellement qu'on est sur un paradigme différent. Les gens vont me dire, je suis prétentieux et tout. Attendez que les études sortent parce que j'ai déjà de la data. Mais on est sur un changement de paradigme. Donne-moi un entraîneur qui soit capable de faire gagner 2 dixièmes sur 36 mètres. Sur une courte période en plus. Sur une courte période à quelqu'un qui sait déjà courir. Personne. Et là, pareil, tu vois, je suis des gens de tennis, j'ai suivi des gens en jiu-jitsu brésilien. Pareil. T'as l'impression que les gens m'ont tous dit, c'est un cheat code. Ce que tu fais, c'est un cheat code. Le sport, on le prend plus du tout de la même manière. Ils ont l'impression d'avoir, en fait, en fournissant beaucoup moins de travail, d'avoir juste joué à un autre niveau, quoi. Et tu as déjà rencontré des personnes pour qui tout ça c'était naturel, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité naturelle à appliquer ce que toi tu pourrais partager? Malheureusement non. Si, dans les arts martiaux, j'en ai rencontré quelques-uns mais qui sont pas très connus du coup. Et donc c'est pas naturel, c'est plutôt grâce aux arts martiaux. Ils ont monté ces arts martiaux parce qu'ils étaient comme ça. Ok, d'accord, je comprends. C'est plutôt des formateurs. Et dans le sport, moi j'aimerais par exemple pouvoir rencontrer un mec comme Dupont, pour vérifier en fait ça. Mais tu vois, par exemple, lui, le gars que je suis, il a joué avec Dupont quand il était en équipe de France de rugby à 7. Et il m'a dit, Dupont, il a la même au toucher, quand tu l'impactes et tout, c'est la même sensation que quand on met cette forme de corps. D'accord. Et en fait, j'aimerais bien rencontrer ces types-là pour pouvoir le tester. Mais comme ça, spontanément, j'en connais pas parce que, en fait, s'ils sont comme ça, ils évoluent pas à mon niveau. Ouais, je comprends. Tu vois. C'est dommage. C'est dommage qu'on soit pas plus formé à ça et que. Mais parce que je pense qu'aujourd'hui, tu me mets un biomécanicien en face, il va me dire, mais tout ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Ah ouais? C'est pour ça que moi, je passe par le sport, je passe par des études, parce que c'est trop gros, en fait, ce que je raconte. Pour l'instant. Pour l'instant. Et dans quelques années, tout le monde se sera aperçu que c'était le cheat code que c'était. Je veux. On en reparlera. Je veux être ton padawan, vas-y. Mais tu vois, pareil, là on parle sport, mais en ce moment, donc, j'ai une grosse étude sur la santé, sur la lombalgie chronique. Parce que lombalgie chronique, 20% des gens touchés, etc. Je viens de lancer mes premiers patients. J'ai développé un petit appareil qui permet de correctement activer justement la chaîne respiratoire. Ah, ça c'est incroyable. Ces gens-là, donc sur des échelles de douleur qui vont de 0 à 10, qui est assez classique pour les lombalgies chroniques, en résultat, ils ont 60 à 70% de baisse de la douleur en 3 semaines. Les traitements conventionnels, quand c'est bien, tu es entre 20 et 30% en 8 à 12 semaines. Ah ouais, d'accord.
Donc 2 fois plus en 2 fois moins de temps. Exactement. Juste avec cet appareil? Juste avec cet appareil, porter 10 minutes par jour. Tu peux nous le décrire un peu, cet appareil ou... Non, parce qu'il est, Ok. il est breveté Ça et serait je suis en spoilé. train, voilà. Ok, pas de Mais problème. d'ici, normalement, allez, décembre, si tu veux, je t'en envoie un. Avec grand plaisir, on patientera. Ça va être dur de patienter encore 6 mois. Ok, donc on a des implications sportives qui sont incroyables. On a des enjeux de santé aussi qui sont hyper importants. Et santé physique et psychologique. Santé, les deux vont ensemble, j'imagine, de toute façon. Mais ouais, santé. Mais c'est pas évident pour tout le monde, ça. Ouais, c'est vrai. Moi, je baigne là-dedans, donc j'ai l'impression que évidemment c'est lié. Mais oui, santé psychologique et physique. Comment on peut faire pour transmettre le message plus facilement? Par où on peut commencer? Bah, c'est très dur. Parce que quand tu dis aux gens, attends, je vais t'apprendre à respirer, tout le Ils monde regardent rigole. bizarrement. On dit, bah ouais, mais c'est alors ça n'a rien à voir, mais des fois je suis intervenu dans des trucs de business. Et quand tu dis des trucs de business, des chefs d'entreprise Okay. ou autres, et mais sur des aspects plus marketing. Et tu sais, souvent il y a cette histoire que le bon vendeur il doit vendre de la glace au pôle Nord. Oui. Moi, j'apprends aux gens à respirer. C'est pire, tu vois. Donc non, franchement, c'est très très difficile. Et en fait, ma stratégie, c'est finalement les études et le sport. Parce que si tu as ça, bah oui, les gens ils vont regarder. Si tu leur dis tu respires mal, ils vont rigoler. Et t'as quand même pas l'avantage d'avoir quelque chose qui marche assez rapidement en fin de compte. Ah si je peux toucher les personnes. Tu vois, par exemple, là, en 2 minutes, je pourrais te montrer la différence entre quand tu bouges avec le diaphragme ou pas. Tu vas voir qu'en termes de génération de force, toi, tu vas sentir direct. Tu peux me le montrer après? Ouais, bien sûr. tu vas sentir direct. Donc, quand je peux avoir les gens qui sont suffisamment ouverts pour tester, globalement, il n'y a aucun problème. C'est pas difficile de les convaincre. Mais par contre, quand tu parles au grand public et tu leur dis, ben voilà, moi je vais vous apprendre à respirer, les gens ils regardent, ouais bon. Et c'est pour ça, tu vois, il y a plein de courants dans la respiration et les courants qui marchent le mieux, c'est tout ce qui va être respiration holotropique ou ce genre de choses. Holotropique? Ouais, où en fait tu fais des hyperventilations, ce qui met ton cerveau en asphyxie. Ah oui, tu passes pas dans une... Et c'est des états modifiés de conscience où le cerveau, comme il croit qu'il va crever, il envoie tout un tas d'hormones diverses et variées qui te font avoir différents types de tripes psychédéliques. psychédéliques, Ouais, j'ai etc. déjà vu ça où ils faisaient des Donc retreats. voilà, ça intéresse les gens parce que il y a ce côté, on t'apprend pas à respirer, on t'apprend à voyager. Mais sur des trucs très basiques comme ta posture elle est pourrie, arrête de faire 1 milliard de trucs, si les semelles n'ont pas marché, si les gouttières n'ont pas marché, arrête et respire. Là on va me regarder, non, respirer je sais faire. Et tu trouves pas que par exemple les entreprises commencent à être un peu plus sensibilisées à ça, en voyant les employés qui sont tout le temps malades, enfin tout le temps malades, je grossis le trait, mais ça c'est un vrai sujet, oui. Mais on va rester sur des approches classiques. Donc, tu vois, le sport en entreprise, qui est très bien. Oui, qui est très bien. La gestion du stress avec, oui, tu compartimentes, c'est des trucs psychologiques. On rentre pas sur cet axe-là. Moi, je commence à le faire, mais on rentre pas sur cet axe-là. Mais pour une raison simple aussi, hein, des gens qui sont capables d'avoir une vision globale de la respiration, il y en a pas beaucoup. Faut pas oublier que, tu vois, je te parlais des cadavres pour l'anatomie, mais le gros des data qu'il y avait sur la respiration, ça venait des gens sous anesthésie. Parce qu'en fait, les anesthésistes devaient bien contrôler les gaz, la fréquence respiratoire. Donc en fait, le gros de ce qui a été étudié sur la respiration chez l'humain vient de là. Donc en dynamique chez l'humain, il y a assez peu de choses. Ça change, hein, parce que si tu vois les publications sur la respiration, en gros, jusqu'en 2010, tu es sur un début de phase exponentielle et là ça monte. Là, ça explose. Donc ça commence, mais c'est très sur cohérence cardiaque, physiologie. Sur la posture, il y a très peu de choses. Ok, bon j'espère que ça continuera à progresser dans ce sens et que on pourra apprendre tout ça parce que moi ça me fascine, non pas juste pour l'aspect sportif mais vraiment pour l'aspect santé aussi. Si tu veux, on est dans un monde où aujourd'hui on est quand même avancé sur plein de choses et tous les gains sont marginaux. Tu vois, oui, parce qu'on a tellement progressé que oui, bien sûr. C'est les gens, ok, ils vont faire de la micronutrition, ok, ils vont faire du sommeil, mais on parle de combien de pourcents quand tout le monde fait ça? Là, on parle de trucs 10, 15, 20% d'amélioration d'un coup, sans charge supplémentaire de travail. Donc c'est quand même intéressant, quoi. Est-ce qu'il y a des idées reçues qui perdurent un petit peu sur la respiration?
Des choses que toi, t'entends qui te font un peu grincer des dents? Bah, typiquement que les gens, ils savent respirer naturellement, donc il n'y a pas besoin de travailler. La respiration ventrale, très mauvais. Ça, on le dit plus, c'est abdominal. Ouais, abdominale. Ok. Le fait que... alors ça, c'est pas dans le grand public, mais ça, c'est un truc qu'il y a beaucoup chez les médecins. C'est si tu respires mal, c'est à cause en fait c'est une douleur qui fait que tu respires mal et c'est pas parce que ton diaphragme fonctionne pas bien, etc. Ça, pareil, pour moi, c'est une mauvaise idée de voir les choses comme ça parce que oui, ça peut être déclenché par une douleur, mais si ça reste, c'est plus la douleur. Et il y a un papier qui était assez intéressant. Il faut 72 heures pour changer un motif respiratoire. Donc typiquement pendant le Covid, il y a plein de gens, leur respiration ont changé, ils sont passés de respiration à peu près normale à des hyperventilateurs. Ah ouais. Tu vois, parce que respiration par la bouche, parce que le nez est bouché, parce que tu es en train de crever. Donc voilà, 72 heures et toute ta mécanique respiratoire change. Et l'inverse est vrai aussi. Ouais. Donc ça peut aller dans les deux sens. C'est vrai que j'avais pas pensé au Covid, mais oui, ça a dû avoir une... Il y a eu énormément d'hyperventilation ouais. déclenchée par ça. Et alors, là, pareil, la relation de cause à effet, faudrait regarder. Mais tu vois, le fait que les gens, beaucoup de gens après le Covid, étaient beaucoup plus stressés, etc. Bah pareil, hein, s'ils sont passés de 15 respirations minutes à 25, bah, ils n'ont plus de capacité d'adaptation. Donc, ils vont beaucoup plus stresser. Ouais. C'est pas tout le monde, mais il faut regarder. Mais ça existe. Il faut regarder, en fait. Je pense que c'est un truc qui est vraiment en sous-marin. Et si on regarde, on aurait des très, très grosses surprises. Je viens de penser à un truc, une expérience que j'avais faite il y a quelques années. Enfin, c'est pas une expérience, hein, mais j'étais allé chez le médecin à cause de douleurs thoraciques. Il m'avait envoyé chez un cardiologue, il n'y avait rien de particulier. Et j'étais allé chez un ostéo qui m'avait dit que c'était peut-être à cause des muscles intercostaux qui étaient un peu inflammés parce que je respirais trop par la poitrine. Et il m'avait donné un exercice à faire, allonger sur le dos, mettre un poids sur mon nombril et de le faire monter et descendre au fur et à mesure des inspirations et des expirations. C'est valide Ah ouais, ça? ça c'est très très bon. Ah ok. Ça c'est un des exercices de base à faire pour remettre de la conscience et un peu de musculation aussi du diaphragme. Ok. Donc j'avais un poids de 2 kg, 1,25 kg je crois ou 2,5 kg et je le faisais monter et descendre au fur et à mesure. Toi typiquement, tu vois, si tu veux muscler ton diaphragme, tu te prends un poids de 25 kg. 25 kg. Une kettlebell, tu as 24. Ok. 24, voilà. Tu inspires. Ouais. Je le mets sur le ventre. Sur le ventre. Je m'allonge sur le dos, je mets sur le ventre. Même au niveau du plexus. Ok. Voilà. Tu inspires. À la fin de ton inspiration, tu restes en apnée. 10 secondes, tu relâches. Fais ça 15 fois. 3 séries. Je vais avoir des courbatures ou pas? Tu me diras. Je vais le faire tout à l'heure à la salle. Je sais même pas si j'ai de kettlebell de 24. Si c'est bon. J'ai un kettlebell de 24, j'essaierai tout à l'heure. Ouais, tu me diras. Il y a d'autres exercices comme ça. J'ai déjà vu des plongeurs respirer, tu sais, avec le bouchon d'un stylo. Ouais. Pour réduire un peu Ouais, pour réduire le flux. Le flux. Il y a plein de choses qui sont faites avec la bouche. Tu vois, tu as les power breaths, par exemple. Ah, je connais pas ça. En gros, c'est des appareils qui mettent de la résistance à l'inspire ou à l'expire ou aux deux. Ok. Mais moi, je suis pas fan de ça parce que par la bouche, tu changes ta biomécanique. Moi, tous les appareils que je fais, c'est par le nez. Ok, oui, bien sûr. Comme tu nous l'as dit tout à l'heure, il faut privilégier la respiration nasale. Et encore plus si tu dois forcer par la bouche et que tu fais des séries, ben en fait, tu vas globalement muscler tous les muscles qu'il faut pas. Donc, tu muscles et tu prends plus d'air. Mais sur le reste de la posture, les effets, ils sont pas top. Ok, d'accord. Donc, on laisse de côté. Par contre, le disque, on peut éventuellement le faire. Et tu le fais par le nez. Et je le fais par le nez. Je retiens bien pour tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi respirer par le nez, c'est mieux que par la bouche? Ouais. Il n'y a pas une histoire de filtration de l'air, etc. Alors, il y a plein de trucs en vrai. La filtration de l'air, c'est la plus connue. Effectivement, quand ça passe dans le nez, bon, tu as déjà les poils, puis ensuite, tu as du monoxyde d'azote qui est produit dans les fosses nasales, qui est un antimicrobien hyper puissant, donc ça fait un deuxième filtre. Tu as ensuite le fait que ça réchauffe l'air avant d'aller dans les poumons, donc ça fait que tes muqueuses sont moins affectées. Donc, il y a plein de trucs immunitaires. Ton débit est aussi plus lent par le nez que par la bouche, donc ça va avoir tendance à te permettre de respirer moins vite. Ok. Tu dégages moins de CO2 à cause du débit aussi, par le nez que par la bouche, donc ça va t'entraîner à être plus longtemps dans des concentrations de CO2 un peu plus élevées, et c'est la concentration de CO2 globalement qui régule ton rythme respiratoire. Donc si tu respires par la bouche, tu vas avoir une sensibilité au CO2 accrue qui va te pousser à respirer plus tôt. Plus vite. Et donc plus vite. Ok, oui, je comprends.
Alors que par le nez, ce truc-là ne vient pas. C'est pour ça que respirer par la bouche, ça fait des gens qui hyperventilent. Pas parce qu'ils ont la bouche ouverte, mais parce qu'en fait, leur tolérance au CO2 est très faible. Et alors, l'autre point, c'est quand tu respires par le nez, tu engages les bons muscles de la chaîne respiratoire pour pas que ça mette ta posture n'importe comment. Et tu fais bien travailler ton diaphragme, etc. Et le dernier point, c'est au niveau de la cognition. La cognition. Ouais. En fait, alors ça, il y a eu un papier dans Nature, il y a eu des gros papiers. Par exemple, ta prise de décision, elle est beaucoup plus efficace sur l'inspiration et normalement, on se fait sur l'inspiration. Attends, ta prise de décision est plus efficace sur l'inspiration. Parce qu'en fait, les fosses nasales sont très proches même directement au cortex olfactif, donc tu as un accès direct à ton cerveau. Et en fait, chaque fois que tu envoies de l'oxygène, ça stimule toutes les cellules de la zone et elles fonctionnent mieux. Donc la prise de décision est améliorée sur l'inspiration. La mémorisation est beaucoup plus efficace si tu inspires que si tu expires. Donc quand tu veux te souvenir d'un truc, tu inspires en regardant le truc, tu expires après, tu réinspires. Les tests sont assez faciles à faire, en plus c'est rigolo. Et tu as même des choses un petit peu plus délirantes. Par exemple, il y a des papiers qui ont montré que chez certaines populations d'autistes, par exemple, il y a une déviation de la cloison nasale et qu'en fait, il y a un côté qui est beaucoup plus stimulé que l'autre. Et on sait qu'en fonction de la narine par laquelle tu respires, tu vas surstimuler à un moment une hémisphère et l'autre à un autre moment, en diagonale comme ça. Et donc, si tu as une déviation de la cloison nasale, bah, tu as une partie qui va être surstimulée par rapport à l'autre. Et donc, par exemple, le spatial par rapport au social, tu vois. Et donc, ça a été aussi montré. Donc, si tu respires pas par le nez, tu as toute une partie cognition qui va moins bien se faire que si tu respires par la bouche. Mais ça, c'est incroyable. J'en avais jamais entendu parler. Bah, on sait, par exemple, que chez les enfants qui respirent par la bouche, il y a beaucoup plus de décrochage scolaire. Donc, il y a d'autres légendes ou d'autres explications, mais ça peut participer, tu vois, par exemple. Tu suis moins bien, tu te concentres moins bien. Ok, donc c'est du très sérieux. Ah non, oui. C'est vraiment quelque chose d'important. Je suis en train de penser à un truc vite fait. Je me dis que les enfants qui sont du coup surstimulés par les écrans, forcément, ça peut augmenter leur fréquence respiratoire ou les encourager à respirer par la bouche. De toute façon, alors, pire que ça, c'est surtout les apnées non contrôlées. Ça veut dire quoi, les apnées non contrôlées ? Le plus connu, c'est ce qui s'appelle l'apnée de l'email. L'apnée de l'email. Ouais, donc tu t'arrêtes de respirer dans ton tu email. feras attention, la prochaine fois que quelqu'un ouvre un email, tu le regardes et tu vas voir qu'il bloque sa respiration la plupart du temps. Encore une raison pour ne pas regarder mes emails. Donc ouais, tu prends des gens pour regarder les emails à ta place, ok. C'est une solution. Et eux font de l'apnée, comme ça, c'est pas mon problème. Mais c'est un truc qui est en fait hyper perturbant pour le système nerveux. Parce qu'en fait, quand tu arrêtes de respirer, tu envoies tout de suite au cerveau l'information qu'il y a un élément de stress. Et donc, si tu ouvres 100 emails dans la journée, ah bah là, t'es fou. Mais, donc ça, c'est un truc qui a été documenté. Mais quand tu regardes les gens, la moindre stimulation, ils arrêtent de respirer. Donc effectivement, si tu surstimules quelqu'un, bah, il va faire plein d'apnées, donc il va être stressé. Et effectivement, chez les enfants, c'est une possibilité. Eh ben, là, tu m'as ouvert les yeux sur un paquet de trucs, sur ma possibilité d'avoir des courbatures au diaphragme, mais aussi sur comment... Des douleurs que tu ne connais pas. Les douleurs que je ne connais pas, sur les potentielles améliorations de mes capacités sportives et surtout sur l'amélioration de ma santé. Tu penses qu'on arriverait à vivre plus longtemps et en meilleure santé si on respirait mieux ? Je sais pas, mais en tout cas, vivre mieux, c'est certain. Vivre mieux, c'est certain parce que... tu le sens en fait. Dès que tu respires bien, tout est plus calme, tout est plus détendu. Le corps fonctionne plus de la même manière. Tu as beaucoup moins de contraintes mécaniques, donc tu vis mieux dans tous les cas. Tu sais que ce que tu as dit sur l'état de flow, là, ça m'interpelle. Ouais, les gens qui disent ça, en général, ça fait cet effet parce que c'est un peu le saint graal à trouver dans le sport. Et je pense que tu t'adresses à beaucoup de sportifs, ils vont te dire la même chose. Hein. Ouais, certainement. Ouais. Mais en fait, c'est toujours pareil, il faut expérimenter. Et ça s'expérimente très vite. Et ça, c'est encourageant. Ouais. Yvan, c'était génial. J'ai passé un super moment. Bah, merci. On a répondu à plein de questions qui étaient trop intéressantes. J'espère que ceux qui regardent le podcast ou ceux qui écoutent ont appris des choses. J'en doute pas. Parce que moi, j'en ai appris un paquet. Donc, c'est bien. Ça nous met sur la piste de se renseigner un petit peu plus là-dessus. Et du coup, si on veut se renseigner un peu plus, on peut te suivre quelque part. On peut Alors ouais, j'ai un très très gros blog sur la respiration qui s'appelle artdelarespiration.fr. On met ça dans la description. Voilà. Et alors après, je suis pas très actif sur les réseaux et de moins en moins parce que je fais de plus en plus d'études et de moins en moins de coaching, de trucs comme ça. Mais intéressez-vous au sujet.
que ce soit par moi ou intéressez-vous au sujet parce que je pense qu'il y a vraiment un champ de potentiel à la fois négatif et positif qui est complètement ignoré de tout le monde. Je pense que ce podcast, ce sera la porte d'entrée pour s'y intéresser un petit peu plus. Tu veux pas revenir en 2026 quand ton petit appareil Avec plaisir. est sorti? Avec l'appareil et l'étude qui devrait être sortie aussi. Ça serait tellement génial. Donc, si vous voulez revoir Yvan, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Merci encore, Yvan. Merci et à puis, toi. j'espère à bientôt. Ça marche. Bye. Merci infiniment d'avoir visionné cet épisode avec Yvan. Oui, je sais, il était passionnant. Et si vous voulez visionner un autre épisode passionnant, il y en a un qui s'affiche juste là. Donc, continuez votre session visionnage sur Là on discute.